Barbier. Bon, ça signifie qu'il y a des briefings impromptus du coup pour mettre au point les messages de communication qui nous privent d'Olivier Rafovitch ce matin. Ça veut dire aussi que quand on est une grande démocratie, on peut pas se lancer dans la guerre des fake news et de la propagande comme le font les mouvements terroristes ou comme le font les États totalitaires. C'est-à-dire que les mensonges les plus éhontés servent de base à la communication des dictatures ou des terroristes, ne peuvent pas servir de base à la communication des démocraties. Après, il faut pas être naïf. On sait ce que c'est qu'une nation en guerre, on sait ce que c'est qu'une armée. On se souvient du mot du poète qui disait la première victime de la guerre, c'est la vérité. Et on sait que l'information, c'est aussi une arme. Ne pas trop en dire, sinon on dévoile sa stratégie et on met en péril ses propres soldats. On voit d'ailleurs la limite de cette volonté de transparence quand 3 otages sont tués par Tsahal, par une tragique méprise. C'est une bavure. Et là, on se rend compte qu'on ne sait pas tout, bien entendu, des méthodes d'intervention, des consignes qui sont données aux soldats. On ne le voit que quand ça ne fonctionne pas. On parlait d'une trêve, Christophe. Est-ce qu'elle s'éloigne? Oui, apparemment ce matin elle s'éloigne. Les rencontres qui avaient lieu au Caire et qui pouvaient aboutir sur une trêve de quelques jours en attente, en échange de la libération d'une quarantaine d'otages, ça semble enrayé. Le Hamas lui réclamait évidemment un cessez-le-feu total et définitif, mais on est à ce moment dans une impasse. L'idée qu'une trêve arrive pour les prochains jours s'éloigne. Les opérations militaires vont garder le dessus. Binyamin Netanyahou, hier, à la télévision, dit les terroristes doivent se rendre ou mourir. La guerre sera menée jusqu'au bout. C'est le eux ou nous finalement. Pourquoi? Parce qu'il y a derrière cela des raisons militaires et des raisons politiques. C'est qu'on voit bien que Tsahal a pris un avantage décisif, mais que les derniers kilomètres à conquérir vont être les plus durs et peut-être les plus coûteux en vie, d'où cette nécessité de prolonger la guerre tant qu'il le faut. C'est aussi une donnée politique, dans la mesure où l'on sait que la grande recomposition politique qui adviendra un jour en Israël, la lumière, la vérité et les comptes à rendre sur ce qui s'est passé avant le 7 octobre et qui peut expliquer les graves défaillances, c'est aussi une période qui va s'ouvrir après la guerre. Et donc, plus la guerre dure, plus évidemment Benyamin Netanyahou prolonge le propre exercice de son pouvoir. Donc il faut savoir, il faut arriver à distinguer ce qui est de l'ordre de la nécessaire stratégie militaire et ce qui est de l'ordre déjà de la défense, de l'organisation de sa défense politique. Et c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Les deux sont souvent entremêlés. Emmanuel Macron, lui, hier à la télévision, il parle de tactique israélienne inadaptée. Il dit, ce sont ses termes, raser Gaza, ce n'est pas combattre le terrorisme. Et d'ailleurs, il l'assume puisqu'il explique après qu'il est finalement dans la continuité de la tradition diplomatique de la France, alors qu'effectivement, au début, juste après la guerre, on a pu penser que cette tradition avait changé après les massacres du Hamas. Il voulait même, on se souvient, monter une coalition. Contre Daesh et contre le Hamas. Il a d'ailleurs rappelé hier cette coalition en disant « mais j'avais raison ». Et d'ailleurs, les Américains, depuis quelques heures, parlent à nouveau de coalition. On voit bien que le président essaye de donner une homogénéité, une continuité à une position qui a été flottante, ou du moins qui a été alternative. Son et en même temps, ça a été quand même d'abord une solidarité totale avec Israël et puis cette idée de coalition contre le Hamas. Et puis ensuite, les propos tenus à la BBC, la demande d'une trêve. On a l'impression qu'il fait l'essuie-glace entre des propositions qui sont peut-être pas des positions contradictoires, qui sont peut-être complémentaires, mais en tout cas qui ne sont pas identiques. Donc c'est une forme de diplomatie un peu alternative. Ces propos d'hier, c'est clairement un mot d'ordre donné à Israël, arrêtez de bombarder. Il est au-delà de ce qu'il dit d'habitude, c'est-à-dire trêve humanitaire, couloir humanitaire. Il va au-delà de ça, c'est une critique de la méthode même employée pour faire la guerre. Donc de ce côté-là, le président de la République n'aura pas été dans la continuité, mais il aura été dans une espèce de clignotement diplomatique. Après-guerre, on pourra en tirer le bilan parce qu'on sait qu'il est aussi travaillé par des objectifs contradictoires, les liens de la France avec nombre de puissances arabes, et puis l'homogénéité de la société française, les fractures françaises. Le président est hanté par l'idée d'avoir en France un véritable front contre front. Le président est hanté par l'idée d'avoir en France une véritable front contre front. Ce qu'on oublie parfois aussi dans la diplomatie, c'est qu'il y a différents volets. Ça veut dire il y a des choses qui concernent la politique, il y a des choses qui concernent la reconstruction après. Et quand un président s'exprime, il ne dit pas ce que quoi concerne qui et où et comment. On peut peut-être parler de ça concernant Emmanuel Macron. Bien sûr, il y a une confusion presque naturelle dans les propos diplomatiques des présidents parce qu'ils ne pensent pas seulement à la question
qu'il aurait posées au sujet dont on parle, mais à tout le reste. Nous avons, nous la France, avec le Qatar, avec l'Égypte, avec l'Arabie Saoudite, d'autres enjeux que la paix au Proche-Orient, la survie d'Israël et l'avenir du peuple palestinien. Nous avons des enjeux économiques, militaires dans la zone. On voit bien par exemple comment le Yémen s'est invité dans cette guerre à travers les actions militaires menées par les Houthis. Nous avons même, nous la France, une diplomatie complexe vis-à-vis de Téhéran. Et de ce côté-là, le président doit aussi prévoir une diplomatie qui a plusieurs coups d'avance, comme aux échecs. Sauf que ça donne un message qui est brouillé. Dans ce cas-là, peut-être que la solution serait une parole plus rare. Mais ça rentre en contradiction avec l'exigence de l'époque, communiquer tous azimuts, et avec le goût du président pour cette communication. Finalement, est-ce qu'Emmanuel Macron, quand il parle du Moyen-Orient, de la guerre qui a lieu actuellement en Israël, il ferait pas mieux de parler, de limiter sa parole peut-être à l'Iran, puisque c'est l'Iran qui alimente le Hezbollah, c'est l'Iran qui alimente le Hamas. Finalement, Israël est confronté à différents fronts, mais ces fronts, c'est tous le même, c'est l'Iran. C'est l'Iran, certes, mais quand on parle à l'Iran, on se mêle aussi de la guerre en Ukraine, parce que l'Iran fournit des armes à la Russie. Quand on parle à l'Iran, on s'adresse aussi à l'Arabie Saoudite, qui entretient avec l'Iran un antagonisme de longue date. Donc, chaque fois que vous tirez un fil, vous devez en prévoir les conséquences. Par ailleurs, Emmanuel Macron a aussi affaire à la diplomatie française, au corps diplomatique français. On a vu 14 ambassadeurs, dès le début, contester sa ligne trop pro-israélienne. Une sorte de rébellion, de fronde interne au Quai d'Orsay. Ça vient aussi du fait qu'Emmanuel Macron a rudoyé le Quai d'Orsay. Il a cassé le corps diplomatique. Il veut en changer les usages. Et sans doute a-t-il profondément raison. Mais cette corporation, elle se défend aussi en entraînant dans des choses trappes le président de la République. Alors justement, puisqu'on parle du Quai d'Orsay, on en vient à Catherine Colonna. Elle est inquiète pour le Liban. Christophe Barbier, fausse frayeur ou réel danger ? C'est la profonde obsession française. Pour les médias, le Liban n'est que accessoire dans cette affaire. L'idée d'un front nord qui pourrait se réveiller n'occupe pas la une des journaux tous les matins. Pour la diplomatie française, la déstabilisation du Liban, qui n'est pas d'hier, qui vient de plusieurs années en arrière, c'est une hantise. Il est vrai que c'est le dernier petit point d'appui de l'influence française dans cette région. Et d'ailleurs, si Israël aussi dit souvent qu'il compte sur la France concernant les problèmes avec le Hezbollah, le Liban. Etc. Nous sommes la caution arrière, si j'ose dire, sur le front nord d'Israël. Et je pense que Catherine Colonna y passe beaucoup plus de son temps qu'on ne le pensait. N'oublions pas que Jean-Yves Le Drian, l'ancien ministre des Affaires étrangères et de la Défense, s'occupe aussi, il est missionné par le président de la République pour s'occuper du dossier Liban, qui est quand même le grand pays malade de la zone. Le président Emmanuel Macron, dans son intervention hier soir sur France 5, est revenu sur son absence à la marche contre l'antisémitisme du 12 novembre. En plus, avec la loi sur immigration, on a vu cette marche rejaillir sur un tweet de Jean-Luc Mélenchon qui faisait, pour aller vite, une sorte d'opposition entre ceux qui ont marché le 12 novembre et ceux qui luttent contre la loi immigration. Bref, pour en revenir à Emmanuel Macron, est-ce que c'est convaincant ce qu'il a dit hier sur son absence sur la marche du 12 novembre ? Il était agacé, il a dit je l'ai dit 200 fois, je vais le redire encore une fois, mais il n'était pas convaincant parce que je crois qu'il a un problème de conception de ce qu'était cet événement. Il dit, et on peut entendre cet argument, oui mais si je manifeste contre l'antisémitisme le dimanche, on va me demander de manifester contre le racisme le lundi, et si j'y vais pas, on dira pour vous le racisme c'est moins important que l'antisémitisme. Je crois qu'il n'avait pas profondément compris la différence de nature entre les événements. Il ne s'agit pas d'avoir une gradation de ce qui est grave dans la société et de ce qui mérite une manifestation. Il y a parfois des ruptures de nature. La Shoah, c'est à part dans l'histoire de l'humanité. C'est pas un massacre plus grave que les autres. C'est un massacre d'une autre nature. La Shoah est un génocide d'une autre nature. Quelque part, fondateur en creux de la nature humaine parce que c'en est la négation. Mais le 12 novembre, c'était une marche contre l'antisémitisme. L'antisémitisme, ça se résume pas à la Shoah. Non, bien sûr, mais c'est à ancrer. La lutte contre l'antisémitisme en France doit s'ancrer toujours, doit s'appuyer sur ce piédestal fondamental qui est la relation à la Shoah. Qu'est-ce qu'on a dit après le 7 octobre ? On a dit c'est le plus grave massacre de juifs, plus grave pogrom depuis la Shoah. C'était une réalité quantitative par le nombre de morts, mais aussi par l'esprit. C'est-à-dire que la barbarie qui a été pratiquée, si on se retourne, on regarde dans le rétroviseur de l'histoire, l'équivalent de cette barbarie, on ne le trouve que dans cette histoire de la Shoah. Et le président aurait dû comprendre que cette marche du 12 novembre, c'était aussi une marche du plus jamais ça, et que ça nécessitait la présence de tout le monde. La présence apolitique, d'ailleurs, le duo Gérard Larcher, Yael Braun-Pivet l'incarnait bien.
Ce massacre du 7 octobre en Israël, il a constitué, c'est factuel malheureusement, une fracture dans la société française et dans la classe politique française. Comment vous l'expliquez, Christophe Barbier ? Parce qu'on a vu à ce moment-là des prises de position qui en disaient long sur leurs auteurs. C'est-à-dire qu'on a vu dans la gauche française une gauche antisioniste, antisémite se dévoiler, se révéler, alors que la veille même, elle aurait nié être sur ces positions-là. C'est une fracture fondamentale, philosophiquement fondamentale. Plus grave, parce que les partis, c'est les partis, et on connaît leur cynisme. Dans la société française, on a vu ressurgir un antisémitisme inné, est-ce qu'il a ressurgi ou est-ce que c'est le 7 octobre qui l'a réveillé finalement? Parce qu'il a ressurgi bien vite. Il dormait pas profondément quand même. Donc il était là. On pensait quand même qu'on l'avait enterré plus profond, avec des années de pédagogie et des générations qui se suivaient, la démocratie, la communication et l'information complète. On se disait, bon, les gens maintenant ne sont plus capables de ça. Si, on l'a vu de manière innée, spontanée, ressurgir violemment. Encore une fois, l'une des pires images que nous ayons vues ici, chez nous en France, ce sont les arrachages d'affiches d'otages. Parce qu'on peut être sur des positions très sévères à l'égard d'Israël, on peut être in petto dans un antisionisme convaincu, mais dans la rue, aller arracher la photo d'un enfant qui est retenu en otage, quelle que soit derrière la situation géopolitique, c'est un acte de rupture mentale. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un individu? Et on a vu des gens très bien, entre guillemets, faire ces actes-là. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un individu pour qu'il fasse cela? Les affiches qui signalent qu'on a perdu son chat, elles restent accrochées aux arbres pendant des mois et des mois. Un enfant retenu en otage était arraché immédiatement. Et ça, c'est peut-être le plus inquiétant sur l'état de notre société. C'est peut-être le plus inquiétant et c'est aussi quelque chose, malgré les discours politiques, qui est totalement apolitique. C'est-à-dire les gens qui ont fait ça ne se revendiquaient pas forcément de l'extrême gauche, de l'extrême droite, etc. Et c'est peut-être ça le plus inquiétant dans cette affaire. La société française, elle a montré ses failles depuis 2 mois et demi. Est-ce que ces failles, elles vont devenir un gouffre ? Je ne l'espère pas. Je pense qu'il faut être lucide sur la société française. Si on ne la travaille pas jour après jour par une pédagogie mémorielle et politique, eh bien, au moindre drame, on voit ressurgir cet antisémitisme. Mais il faut travailler la société et on l'emmènera dans la bonne direction. Merci beaucoup Christophe Barbier d'avoir été avec nous ce matin. On devait être avec Olivier Rafovitch, mais on a eu un Olivier Rafovitch en écharpe rouge. Oui, sans treillis. Sans treillis et en écharpe rouge. Et demain, nous aurons Hervé Gattegno pour nous parler de l'affaire Markovitch, un fait politique et un fait divers français très important des années 70. Merci beaucoup Christophe.